Olivier, je crois que c'est à toi. Ok. Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans cet Office Hour un peu spécial. On reçoit aujourd'hui Cédric O, secrétaire d'État au numérique, à la suite de l'annonce mercredi dernier du plan de soutien aux startups. Donc, je suis Olivier Mathieu, président de The Camp, vice-président de France Digital. Je suis avec Benoît Grossman. Salut Benoît, managing partner d'Idinvest et également coprésident de France Digital. Vous êtes nombreux à être connectés. Vous êtes également nombreux à nous avoir adressé plein de questions en amont de cet Office Hour. N'hésitez pas à poser des questions aussi en live. On les reçoit à travers le chat en utilisant l'onglet questions à droite de votre écran. Vous pouvez aussi voter sur les questions déjà posées pour leur donner plus de visibilité. Et évidemment, ce fera vos porte-paroles. Et je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement pour sa mobilisation parce que dans l'écosystème fragile des startups, on a vu une mobilisation conséquente et très, très rapide, très urgente. Merci beaucoup, Cédric. Et Benoît, je te laisse aussi un peu me compléter dans ton introduction avant qu'on passe aux séances de questions-réponses. Oui, merci, cher Cédric, de passer une heure avec nous, avec France Digital. Je sais que votre emploi du temps est assez compliqué en ce moment, comme beaucoup de personnes. Alors déjà, juste un petit rappel, hein, vous savez que France Digital, c'est une association qui a été créée, qui regroupe conjointement les entrepreneurs du numérique et les investisseurs en capital dont je fais partie. Moi, je suis président de France Digital sur la partie investisseurs. Donc aujourd'hui, vous aurez beaucoup de questions, que ça vienne de la part des entrepreneurs, qui sont nombreux à se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, l'époque est un peu perturbée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vraie discontinuité, comme on a rarement vu. Ça, ce seront les entrepreneurs qui vous poseront la question. Puis après, des gens comme moi, des investisseurs vous poseront des questions, parce que pour faire marcher un écosystème, il faut de l'argent qui aille dans les startups, et l'argent, quand il va dans les startups, il transite par des gens, par des gens comme nous. Donc vous aurez beaucoup de questions. Alors, si je rentre un peu dans le vif du sujet, Cédric, vous avez annoncé il y a quelques jours de ça un plan, un soutien massif à l'ensemble des startups du digital. Donc, je vais vous poser un peu une question bateau. En quoi ça consiste ce plan, si on va directement un petit peu dans les grandes bases, dans le vif du sujet, et quelles sont également après les priorités, soit pour les startups, soit pour les investisseurs en capital que nous sommes. Merci Benoît, bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont là. Peut-être avant juste de descendre dans la question de Benoît en particulier, revenir un peu sur la manière dont on voit la période et puis les enjeux. D'abord, j'en profite et je profite de ce call pour remercier tous les entrepreneurs et les entrepreneuses qui, chaque jour, nous envoient beaucoup de messages à la fois de soutien, mais aussi d'aide. Honnêtement, je pense qu'on reçoit plusieurs dizaines de messages qui nous proposent l'aide de l'écosystème chaque semaine. Et on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, mais vraiment, ça montre la mobilisation de l'écosystème dans une période qui est difficile pour lui. Donc, on veut vraiment, j'en profite pour vraiment remercier tous celles et tous ceux qui nous envoient ces messages. On a fait appel à certaines startups pour nous aider à développer des choses de manière extrêmement rapide. Je pense par exemple à ce qu'a fait Miracle pour nous aider à développer une plateforme de mise en relation entre les hôpitaux et les fournisseurs de gel. J'ai plein d'autres exemples en tête et donc c'est vraiment super de la part de l'écosystème de se mobiliser. Alors juste pour revenir sur la situation dans laquelle on est, mais je pense que vous l'avez tous en tête. Pour nous, il y a évidemment la crise sanitaire à laquelle vient se surajouter la crise économique. Il faut se mettre en tête que c'est une crise qui peut durer, notamment sur le plan économique, ne serait-ce que parce que les US commencent à être touchés et que l'effet de la crise sanitaire et de la crise économique aux US risque d'être assez massif malgré les annonces de Trump. Et donc, ça aura de toute évidence des répercussions en chaîne sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc, il faut avoir en tête que c'est une crise assez profonde dont on a du mal aujourd'hui à dire quel va être le niveau de la récession au niveau européen et français, parce que ne serait-ce qu'on ne sait pas du tout combien de temps vont durer la période de confinement, quelle vont être la profondeur de la crise aux US, mais on sait que ça va être très significatif. C'est pour ça que côté gouvernement, on a réagi extrêmement tôt et très fort. Je pense qu'à ce stade, même au niveau mondial, et compte tenu de la taille de la France, le plan d'aide qui a été annoncé par le gouvernement, il n'est pas parfait, mais il est massif et en termes de temporalité et de masse, il y a assez peu d'équivalents dans le monde. Pour rappel, il y a trois principaux volets s'agissant notamment des startups. Il y a les deux volets
généraux annoncés par Muriel Pénicaud, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc, les 45 milliards d'euros sur le chômage partiel et les reports des charges fiscales et sociales. 2, les 300 milliards d'euros de garantie d'État au crédit bancaire pour la trésorerie des entreprises. Et il y a spécifiquement le plan de 4 milliards d'euros que j'ai annoncé il y a quelques jours. Je rappelle de quoi il s'agit sur le plan de 4 milliards d'euros. Il y a une partie de versement upfront, donc anticipé, des aides à l'innovation du PIA, donc ça fait 250 millions d'euros, et du crédit impôt recherche, à peu près 1,5 milliard d'euros pour les startups. Donc, pour le crédit d'impôt recherche 2019, toutes les entreprises PME, donc les startups sont dedans, qui en font la demande à l'administration, le crédit d'impôt sera versé dès maintenant. Mais il faut encore faut-il en faire la demande. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui ont du crédit d'impôt dans les tuyaux pour 2019 à en faire la demande à l'administration fiscale. Elle sera versée dès mars plutôt qu'octobre ou novembre. Il y a Cédric, je me permets peut-être de vous interrompre sur ce sujet-là. Il y a des questions des internautes et des start-upers qui concernent du coup aussi le CIR et le CI 2018. Il y a aussi des préoccupations là-dessus. Est-ce qu'il sera remboursé rapidement également? Alors, s'il y a du CIR ou du CI 2018 qui est en instantiation de paiement pour 2020, oui, ils peuvent être décaissés rapidement. Et ça, il faut en faire la demande à l'administration. Si vous êtes sous le coup d'un contrôle, ce n'est pas le cas. Je précise vraiment cette différence. C'est-à-dire que s'il restait du CIR dans le procédure normale qui devait être décaissé, eh bien ça sera décaissé rapidement. Si vous êtes sous le coup d'un contrôle, ce n'est pas le cas. Pour le reste, tout le CIR 2019 sera décaissé, que vous soyez sous le coup d'un contrôle pour avant 2019 ou pas. Donc, je disais, versement upfront CIR, aide à l'innovation PIA. Trésorerie, on a fait en sorte d'adapter les conditions, comme d'ailleurs on les avait adaptées, on avait essayé de les adapter pour le chômage partiel pour que ça touche les startups. Donc il y avait les prêts de trésorerie, ça pouvait aller jusqu'à 25% du CA. Et donc pour les gens qui ne font pas de CA, c'est 2 fois la masse salariale 2019. Et dernier élément, on sait que ça va être potentiellement un peu difficile pour les startups qui avaient prévu de lever ou qui étaient en cours de lever parce qu'il y a un décalage dans les levées de fonds probablement, et ça on aura l'occasion d'y revenir. Et donc avec la BPI, on a mis en place un instrument de bridge qui permet avec les investisseurs historiques de faire un bridge pour décaler un petit peu la nécessité de la levée de fonds et donner de l'air aux startups jusqu'à ce que le gros de la vague soit passé. Par ailleurs, et Benoît a été présent, on a réuni jeudi dernier, je crois, une bonne partie des VC de la place. Il y en avait 150 qui étaient sur Livestorm avec BPI, et on leur a demandé d'être également au rendez-vous. L'État fait sa part du boulot. On essaye au maximum d'adapter les choses. On a aussi besoin que les investisseurs historiques et les VC fassent leur part. Et donc, on leur a demandé de tenir leur signature, de continuer les process. BPI continuera à investir autant qu'il le fait d'habitude. Donc, ça représente quand même 1,3 milliard d'euros chaque année. Et BPI investira encore 1,3 milliard d'euros en 2020. Mais on a aussi besoin que les VC soient au rendez-vous. À ce stade, moi, ce qui me remonte, c'est plutôt des comportements très responsables. Mais évidemment, nous, on est preneurs de toutes les remontées du terrain. Un dernier mot pour ne pas être trop long. On sait que maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont être dans l'exécution et qu'il y a eu pas mal d'annonces du gouvernement et que le sujet, c'est la mise en œuvre. On fait tout et on est extrêmement clair avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Muriel Pénicaud pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible dans une condition où il faut juste se rendre compte que l'administration est touchée de la même manière que les autres organisations. Hein. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont peur, il y a la plupart des gens qui sont en télétravail, donc il y a une très très forte tension sur les organisations. Mais les messages passés encore vendredi par Gérald Darmanin sur la question du CIR étaient sans ambiguïté sur la nécessité de préverser hyper vite. Donc on fera tout pour que ça se passe bien. Bien évidemment, tout ne sera pas parfait et il ne faut pas hésiter à nous le remonter, mais voilà, ça fait 10 ans qu'on construit la French Tech avec vous, avec les investisseurs, avec les entrepreneurs, et il ne faut pas qu'on laisse tout ça tomber parce qu'il faut que dès que la crise est passée, on puisse repartir de plus belle. Il y a quelques questions. Merci pour toutes ces explications. Du coup, il y a tout le dispositif en tant que tel. On s'en parlait un peu avec Benoît aussi en préparation de cette vidéo. Je comprends que sur les 4 milliards d'euros
du plan de soutien. Il y a 2 milliards d'euros de prêts Trésor garantis. On Ouais. entend parler notamment du prêt Le Maire. Il y a aussi des prêts, il y a aussi le prêt Atout qui a été défini par la BPI. Et quand on regarde un peu l'éligibilité des startups et des entreprises à ces prêts, beaucoup de questions sont soulevées, de même que sur les questions que vous avez relevées et qui sont celles de Muriel Pénicaud associées au chômage partiel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que c'était automatique. Après, il y a une question évidemment de mise en pratique dans le dur, quand il s'agit de déposer son plan, sa demande de prêt, sa demande de chômage partiel. Quels sont les critères d'éligibilité? Il y a aussi des boîtes qui risquent ou qui craignent ou qui déjà ont été un peu retoquées. Donc, il y a quand même des ratios. Bien entendu, on souligne l'effort du gouvernement, mais on essaye aussi de donner les clés d'éclairage aux startups qui sont face à l'administration en train de taper à la porte. Bon, alors, c'est tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est clé, c'est la mise en œuvre. Et là, on est dans une période de crise, et donc c'est encore plus difficile, mais il faut qu'on soit au rendez-vous. Alors, plusieurs choses. Sur le chômage partiel, l'idée du chômage partiel, c'est que ce soit quelque chose de massif. Et donc, les services du ministère du Travail soient au rendez-vous. On a eu deux phases. On a eu une phase où, grosso modo, on est parti extrêmement fort. Il y a eu un moment, on a vu certains phénomènes d'optimisation, et donc il y a eu un peu un correctif. Et comme dans tous les correctifs, probablement qu'il a été un peu trop fort et qu'il y a des dossiers qui ont pu être refusés de manière illégitime. Sur ce sujet-là, Muriel Pénicaud a refait passer le message en fin de semaine dernière au direct et aux différentes administrations pour dire que le but du chômage partiel, c'était d'être utilisé et qu'il était là pour être utilisé. Je rappelle qu'il y a quand même déjà plus de 2 millions de salariés qui sont en chômage partiel et que les services sont évidemment surbookés, donc ils peuvent parfois mettre un peu de temps à répondre, mais que l'objectif, c'est qu'on puisse traiter toutes les demandes. Pour ceux qui se sont fait refuser leur chômage partiel, il faut repostuler pour redemander le chômage partiel. Je sais, c'est un peu baroque, mais bon, on est dans une période de crise, donc il faut avancer et puis ne pas tenir compte du fait que vous ayez été refusé. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez des choses, si vous avez du mal, je propose qu'il y ait un canal de remontée aussi via France Digital qui agrège les problèmes et que nous, on puisse s'adresser au ministère du Travail si on voit des choses, problématiques remonter. Ça, je pense que c'est très clair. Deuxième chose, parce que dans la question, j'imagine qu'il y a la question des banques. Donc, sur la question des prêts à tout, prêts Le Maire, appelons-le comme ça, et les différentes choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a garanti les prêts des banques de telle manière que les banques libèrent du crédit à prix coûtant. Donc d'abord, il faut dire que c'est des prix qui coûtent, je crois, à 0,25 ou 0,5% des prêts. Donc, c'est vraiment du prêt service public, entre guillemets. De toute évidence, alors on a fait passer les messages aux banques, on a des remontées nombreuses au-delà des startups, de business qui disent mais en fait dans les faits on a beaucoup plus de mal, les banques, etc. Bon, je pense que Bruno Le Maire parle tous les jours aux banques pour leur dire que c'est impératif qu'elles déploient massivement ces prêts de trésorerie, notamment en direction des PME. Donc nous on va suivre les chiffres de manière au jour le jour pour vérifier qu'elles publient les choses. Ce qui est certain, mais ça, on le sait, c'est que les startups ont en général un compte bancaire, mais sont assez peu bancarisés, en tout cas, ont assez peu de prêts, et les banquiers, les chargés d'affaires ont peu l'habitude des startups. Et donc, ils vont avoir tendance, dans une période où ils sont complètement sous l'eau, à privilégier les dossiers qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'on a fait deux choses. D'abord, qu'on a sensibilisé les banquiers, mais je pense que ça va être compliqué. Et la deuxième chose, c'est que BPI, pour ses prêts, peut faire des prêts en direct. Et les startups sont les seules pour lesquelles BPI peut faire du prêt en direct. Et donc, je pense que la première chose, c'est d'aller voir votre banquier, parce que BPI, eux aussi, risquent d'être submergés par la demande de prêt. La première chose, c'est de se mettre en mode hérisson. C'est-à-dire que la première chose, pour ceux qui ont des difficultés de cash à court ou moyen terme, c'est quand même d'utiliser le chômage partiel et les reports de charges. Il faut faire baisser vos coûts. Il ne faut pas imaginer qu'on peut être full blast là dans la période si jamais on a des problèmes de rentrée. Il faut d'abord se mettre en mode hérisson. Deuxième chose, aller voir son banquier et éventuellement les autres banques de la place. Et troisième chose, si vous n'y arrivez pas, allez voir BPI.
On essaye d'être 360 et de couvrir toutes les situations. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais voilà, c'est les 3 éléments dans lesquels il faut le faire. Je vois les commentaires qui disent que les banques ne prêtent pas. Je vous invite, à réessayer parce que eux aussi, ils ont un problème de passage d'information, eux aussi, ils ont un problème d'organisation et ils sont submergés par le boulot et ils ont du mal à passer l'information granulairement. 2, d'aller voir éventuellement les autres banques. Et troisièmement, d'aller voir directement les BPI si jamais vous n'y arrivez pas, votre chargé d'affaires. Et là, BPI, non seulement ils peuvent faire du prêt en direct sur les 2 milliards garantis par l'État que j'évoquais, mais ils ont toute la gamme des subventions, des prêts à tout qu'ils ont par ailleurs, et ils essaieront de trouver le meilleur instrument pour vous aider. Mais j'insiste vraiment, même s'il y a des chances que vous fassiez refuser, pour que vous commenciez par aller voir votre banque, parce que sinon, BPI ne vont pas s'en sortir. Oui, Cédric, alors il faut voir que sur la partie des banques, c'est un peu l'éternel ping-pong entre la théorie, c'est le plan que vous avez annoncé la semaine dernière, et la pratique, c'est toujours un peu compliqué. Il faut savoir que les banques, aujourd'hui, elles ne prendront pas de nouvelles relations, c'est-à-dire que sa start-up, il faut qu'elle aille voir sa banque, et si sa banque n'accepte pas d'avoir des prêts garantis BPI, c'est BPI. La case, aller voir une autre banque, malheureusement, et il ne faut pas en vouloir aux banques, aujourd'hui, les banques, elles ont plein de choses à faire. Prendre des nouvelles relations avec une start-up inconnue pour elles, ça sera très compliqué. Voilà. On a bien compris que le premier point, c'est d'abord voir sa banque, ensuite BPI France. On est d'accord, on fera remonter ça dans un canal un petit peu à part, un peu tous les dysfonctionnements, il y en aura certainement, hein. Avec toute la bonne volonté que vous faites, je crois que tous les gens sont débordés, les 3/4 des gens sont en télétravail, les process de décision sont très perturbés, donc ceci explique cela, mais on va veiller à ce que tout ça soit mis en place. Moi j'ai une petite question concernant la fameuse initiative Tibi. Alors l'initiative Tibi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un engagement que à peu près 25 assureurs ont pris devant le président de la République, hein, d'investir 6 milliards d'euros dans la classe active du growth equity tech, dont à peu près la moitié sur des fonds de growth equity. Alors ces 25 assureurs sont engagés à investir cette somme-là dans les fonds d'investissement sur une période, je crois, de 2 ou 3 ans. On voudrait juste assurer, nous, en tant qu'investisseurs, c'est que, compte tenu de la crise qui était une fois de plus pas prévue, qui est d'une brutalité et d'une discontinuité extrême, c'est que les assureurs continuent à honorer leur engagement. Aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir s'ils continuent ou ils ne continuent pas, mais on se pose forcément ces questions. Et puis une question qui découle de ça, c'est cette fameuse initiative Tibi, elle était prévue uniquement pour les fonds de growth equity. Donc les fonds de growth equity, pour ceux qui ne savent pas, c'est plutôt les fonds qui investissent dans des sociétés très matures, qui participent à des tours de table de 50 à 100 millions d'euros. Alors ça, c'était peut-être avant, hein. Peut-être maintenant, les tours de 50 à 100 millions d'euros, il y en aura peut-être beaucoup moins. Est-ce que les venture capitalistes classiques, hein, qui investissent plutôt en série A, ce qu'on appelle série A, série B, est-ce que ces fonds seront peut-être destinataires de ces fonds Tibi, ce qui n'était pas initialement prévu dans la première initiative? Alors, on a refait un tour avec l'équipe qui gère l'initiative Tibi, comme tu l'appelles, donc les 6 milliards. Il y a une réunion qui devait se tenir fin mars sur le sujet, qui a été décalée à fin avril, parce que pour des raisons évidentes, ça tombait un peu mal. Et par ailleurs, là aussi, il y a des sujets d'organisation du travail et du fait que en fait, comme il faut tout réorganiser en télétravail, c'est pas si simple. La dernière réunion devait traiter 12 dossiers, je crois, de fonds qui étaient candidats à pouvoir être labellisés, et c'est plus compliqué. Et donc, une réunion a été réorganisée fin avril. Peut-être qu'il y aura moins de dossiers qui seront traités, mais 2 choses. D'abord, on continue. Nous, on maintient la pression sur les assureurs pour qu'ils tiennent leur position et que donc ils soient au rendez-vous de cette initiative. À ce stade, nous n'avons pas prévu d'ouvrir le champ, et donc on reste sur les fonds qui visent des grosses levées, et on reste sur cette volonté de faire grossir l'écosystème. De ce que je sais et de ce que je vois, et on en a discuté jeudi dernier, il reste quand même beaucoup d'argent non engagé dans les fonds seed et early stage. Il y en a certains qui étaient en levée qui peuvent avoir des difficultés à relever un nouveau fonds. Mais il y a quand même beaucoup de dry powder qui est prête à être déployé, qui aura peut-être plus de mal à se déployer pendant cette période de crise parce que c'est plus difficile de valoriser les entreprises, etc. Mais en tout état de cause, notre volonté, c'est encore d'aider l'écosystème à grandir pour faire émerger des boîtes qui sont assez puissantes. Et d'ailleurs, quand je vois
il y a quelques boîtes du Next 40 qui ont accompagné le gouvernement pour déployer des choses ou pour nous aider. Quand je vois la puissance de feu que peuvent avoir ces boîtes ou que peut avoir par exemple un Doctolib dans le déploiement de la télémédecine avec plusieurs centaines de milliers de rendez-vous qui ont été déployés en quelques jours, je me dis que ça valide complètement le fait impératif qu'on doit avoir en France des champions français, parce que ce qu'a fait Doctolib, il n'y a pas grand monde qui est capable de le déployer aussi massivement dans le monde, à part les Américains. Et donc là, on était très contents d'avoir une boîte très puissante qui soit capable de déployer de la télémédecine chez quasiment tous les médecins en quelques jours. Je reviens un peu sur les questions, moi, de mon côté. Merci pour toutes ces précisions. Peut-être une petite salle de questions, on pourra les redécouper après, mais ça revient un petit peu quand même beaucoup sur les critères d'éligibilité des startups aux différentes aides. Il y a souvent des gens qui posent des questions en direct sur ces questions d'éligibilité. D'abord, quel est le critère ou la définition de innovant? Parce qu'il faut être une entreprise innovante. Ça, c'est une des questions précises qui est posée. Est-ce que c'est JEI? Est-ce que c'est OCR, etc. Donc, je pose cette première question sur le critère innovant. Il y en a une deuxième qui est sur les dossiers dont vous parliez tout à l'heure, dont certains ont été refusés. C'est souvent sur des critères que les gens ont du mal à comprendre. Est-ce que ce sont des critères de fonds propres? C'est-à-dire qu'on prête de l'argent aux gens qui ont déjà de l'argent? Ou est-ce que c'est aussi des critères d'EBIT positif sur l'exercice précédent? Ce qui est un des critères qui a souvent été retoqué par les banques, indépendamment même de poser son dossier à la BPI. Je parle de poser son dossier dans les banques privées en amont. Donc, il y avait ce critère d'éligibilité sur la question du compte d'exploitation. Et puis, une autre question, elle, plus générale, qui concerne les travailleurs indépendants aussi, qui est une question aussi d'éligibilité par rapport au chômage partiel, mais aussi aux questions de crédit, puisque beaucoup d'entreprises font appel à des freelances et à des travailleurs indépendants. Et donc, la question se pose doublement. D'une part, qu'est-ce qu'on fait pour ces travailleurs indépendants dans la politique de chômage partiel? Et deuxièmement, quand on calcule le montant du crédit auquel on a le droit, est-ce qu'on peut prendre les freelances ou les travailleurs indépendants dans la masse salariale? Parce qu'il y a certaines entreprises qui ont une majorité de travailleurs indépendants. Donc forcément, si on ne peut pas les prendre en compte, le montant qu'ils peuvent souscrire en termes de crédit est forcément amputé. Alors, plusieurs questions dans ta question. D'abord, quelles sont les entreprises innovantes? On a repris, pour la définition d'entreprise innovante, le cadre qui était utilisé pour bénéficier du French Tech Visa. Donc, c'est un cadre assez large, on va dire. Donc, ce n'est pas seulement les jeunes entreprises innovantes, ça peut être aussi toutes celles qui ont reçu une aide à l'innovation de la part de l'État ou qui ont été identifiées par des incubateurs, des choses comme ça. Honnêtement, dans le French Tech Visa, on avait été capable de faire un truc extrêmement large qui touche à peu près toutes les startups. S'il y a certains qu'on a oublié parce que voilà, ils sont dans un petit exception, on le traitera. Mais a priori, voilà, on a fait une définition extrêmement large et suffisamment large pour que tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trou dans le filet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui a droit aux aides et qui a droit à l'assurance crédit de l'État? Toutes les startups, la question n'est pas de savoir si vous avez, enfin toutes les entreprises, la question n'est pas de savoir si vous avez un EBIT négatif, etc., ou si vous êtes rentable, sauf celles qui correspondent à la définition européenne des entreprises en difficulté, que vous retrouvez, que j'ai pas sous les yeux, mais que vous retrouvez de manière aisée, qui peut être le cas notamment pour certaines biotech. On a conscience que pour ces startups, mais elles sont vraiment assez peu nombreuses, ça pose problème parce qu'elles n'ont pas accès aux dispositifs que j'ai cités. On est en train de regarder avec BPI comment on fait pour les couvrir. Mais encore une fois, le sujet pour bénéficier de la garantie de l'État sur le prêt de trésorerie n'est pas de savoir si vous êtes rentable ou pas rentable, heureusement. Mais encore une fois, si vous avez des difficultés avec votre banque, dans ce cas-là, il faut aller voir BPI parce que les banques vont effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, avoir tendance à traiter en priorité les sujets et les business qu'elles connaissent déjà. Sur la question des freelances, on a beaucoup bataillé pour faire en sorte qu'on passe des 25% de CA à 2 années de chiffre d'affaires. Non, à ce stade, vous ne pouvez pas compter les freelances dans votre staff. Ça ne concerne que les salariés
de la boîte. Donc, c'est effectivement un sujet. On a un sujet plus large vis-à-vis des freelances, puisqu'il y a la question de l'indemnisation, notamment pour les business de plateforme, des travailleurs des plateformes. Donc, on s'est battu là pour faire en sorte que les auto-entrepreneurs soient pris dans le fonds de solidarité de 1 milliard à destination des indépendants, des professions libérales, etc. etc. La difficulté sur les freelances, c'est qu'on ne peut pas faire une exception plateforme ou une exception start-up sur un statut qui concerne par ailleurs énormément d'indépendants et de professions libérales. Et donc, il y a une réflexion chez Muriel Pénicaud pour mieux traiter ou mieux inclure toutes ces personnes. Mais encore une fois, effectivement, dans la calcul de la masse salariale, vous ne pouvez pas faire rentrer les freelances. Oui, Cédric, alors je vais reprendre ma casquette d'investisseur, on ne se refait pas, moi je représente la moitié de France Digital du côté investisseur, mais si les investissements marchent bien, ça veut dire qu'il y a des investissements dans les startups, donc tout ça c'est bon pour l'écosystème. Alors, l'écosystème des levées de fonds au cours des 10 dernières années, il est somme toute assez récent, il est très très fragile. BPI a joué un rôle très important, il a plutôt très très bien fait. Et également est intervenu depuis une petite dizaine d'années pas mal de corporates, donc des sociétés qui ont investi dans les fonds de venture. Je crois que tous les fonds de la place de venture ont chacun 2-3 corporates. Je crois que tous les corporates ont investi, dit autrement, tous les corporates ont investi au moins dans un ou deux fonds de la place. Le risque aujourd'hui, c'est compte tenu de la crise avec tous ces corporates, le métier de ces corporates, c'est pas d'investir dans des fonds, mais d'investir dans leur business sous-jacent. Et compte tenu du fait qu'ils vont avoir certains arbitrages de trésorerie à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie qui sont à l'arrêt. D'ailleurs, c'est assez effrayant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est pas vous, Cédric, vous n'avez pas la solution, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que, pour faire en sorte que ces corporates continuent à investir dans les fonds et qu'ils continuent à soutenir les startups comme ils l'ont fait? C'est pas une réponse simple, mais c'est juste, pour moi, c'est peut-être un effet secondaire de la crise qu'on n'avait pas forcément prévu. Et il faut plus cet écosystème. On a mis très longtemps à se bâtir. Un écosystème, c'est très fragile. Et il ne faudrait pas qu'il nous arrive à remettre l'équilibre en question. Ouais. Alors, de toute évidence, les grandes boîtes, elles connaissent elles aussi des problèmes. Je prends les boîtes du retail ou les boîtes de l'automobile. Je ne vous fais pas de dessin sur la baisse de chiffre d'affaires à un moment où plus personne ne sort pour acheter de voitures. Nous, on a des discussions avec elles, d'abord pour qu'elles tiennent leur délai de paiement. Et ça a été extrêmement clair de la part de Bruno Le Maire. Toutes les grandes boîtes qui voudront avoir accès à la garantie de trésorerie de l'État sur leurs prêts, et elles y ont accès elles aussi, devront impérativement respecter leur délai de paiement, et deux, ne pas verser de dividendes. Mais ça, c'est une autre histoire, et on sera extrêmement vigilant sur le sujet. Si toutefois vous devez avoir des problèmes avec une grande boîte, il y a le médiateur des entreprises qui existe à Bercy, que vous pouvez saisir et qui est là pour gérer les sujets entre les grandes boîtes et les petites boîtes. Sur la question des levées de fonds, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question des investisseurs internationaux. Donc nous, on continue à avoir des relations avec eux. On sent, je ne vais pas vous cacher, une grosse tension là, dans la période sur tous les investisseurs institutionnels qui se demandent quel va être l'impact sur le marché, mais on continue à mettre de la pression, à discuter d'ailleurs avec les corporates également, pour faire en sorte qu'ils tiennent leur position et qu'ils continuent à investir. Ça va dépendre, disons, de la durée de la crise. Ce qui est sûr, c'est que si la crise s'enracine sur plusieurs mois, voire plus que cela, ça va être compliqué, mais à ce stade, d'après ce que je vois, il y a une certaine prudence, mais les gens sont plutôt prêts à repartir à l'été ou après l'été. Alors peut-être pour compléter les questions financement, il y a le fonds Bridge, dont vous avez parlé, de 80 millions d'euros. Il y a pas mal de questions aussi toujours un peu sur l'éligibilité du côté des startups. Et si on s'adresse aussi à toi, Benoît, finalement, en tant qu'investisseur, vous pouvez faire une réponse conjointe ou pas forcément simultanée, mais il y a la question sur le fonds French Tech Bridge avec la BPI. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand c'était une première levée de fonds? Parce qu'un bridge, par définition, en général, c'est entre deux levées de fonds. Et pour une boîte qui était en train de lever des fonds, qui a déjà une term sheet, une LOI signée, mais qui a été interrompue par cette crise sanitaire et par le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle peut être éligible quand même au bridge? Et d'une certaine manière, j'étends la question à toi, Benoît, du point de vue du comportement des VC. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les grilles de lecture, les comités d'investissement par rapport à des nouveaux dossiers versus des dossiers qu'il faut refinancer?
Comment est-ce que ça se passe dans la vie du VC et du côté de la BPI pour Cédric? Benoît, tu veux… Oui, alors dans la vie des VC, alors une fois de plus, hein, ce qui est arrivé est somme toute assez très récent, d'une discontinuité impressionnante. Donc je pense pas que nous, les VC, on a encore trouvé un rythme de croisière post-crise. Ça viendra dans les prochaines semaines. Pour nous, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a les dossiers qu'on avait initiés avant la crise, qu'on avait soi-disant term sheetés. Donc après, il y a la question, c'est d'honorer les term sheets qu'on avait signé avant la crise. Donc après, chaque investisseur fait comme il veut, mais je serais assez d'accord. Olivier, on en parlait juste avant, que France Digital demande à ses investisseurs de signer un code de bonne conduite, hein. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, quelle que soit la situation. Nous, en ce qui nous concerne, chez nous, chez Ilinvest, on continue à investir, on honore nos engagements. Après, la logique des nouveaux investissements, aujourd'hui, une fois de plus, ce qui est arrivé est tellement brutal. On a un peu de mal aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais on a un peu de mal aujourd'hui à regarder des nouveaux investissements comme s'il ne s'était rien passé. Sachant que par définition, les entrepreneurs, quand on les reçoit, c'est par Zoom. Alors Zoom, c'est très bien, mais des rencontres physiques, c'est quand même toujours mieux. Voilà, bien sûr, on continue à regarder des dossiers. Les grilles de lecture, elles vont forcément changer. Parce que quand un entrepreneur pitchait sa société il y a quelques semaines en racontant ses plans de croissance, il ne peut plus raconter la même chose aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quand on va sortir de la crise. On va s'en sortir, on ne sait pas si ça va être long, très long. L'éventail des possibles aujourd'hui est très important, donc aujourd'hui c'est un petit peu tôt. Mais sinon, pour reprendre ce dont on avait discuté, Olivier, je crois que ça serait bien que l'ensemble des investisseurs au sein de France Digital, pour reprendre tous autour de la table, s'engagent à signer un code de bonne conduite. Je peux peut-être compléter ce que disait Benoît. D'abord, revenir sur une question précédente sur qu'est-ce qu'une entreprise innovante au regard des aides. Donc, pour être plus précis que ce que j'ai dit et pour revenir sur le décret qui couvrait French Tech Visa, pour être une entreprise innovante, il faut avoir reçu une aide à l'innovation dans les 5 dernières années, notamment toutes les aides BPI, ou avoir été incubé ou accéléré dans les 5 dernières années, ou avoir compté à son capital un VC dans les 5 dernières années. Je pense que, grosso modo, on couvre à peu près tout le monde. Et si jamais il y a un doute pour les banques, vous pouvez demander à la DGE, donc je propose que pour le coup France Digital transmette une adresse email, une attestation qui dit que vous avez le droit à ce prêt de trésorerie de la part de l'État. Ça permettra peut-être de détendre les banques. En tout cas, on peut en faire un peu en série, de telle manière qu'on dise bien que vous êtes entreprise innovante. Ensuite, pour revenir sur les prêts bridge de BPI, donc l'idée c'est de faire 1 pour 1 avec les investisseurs institutionnels. Vous étiez enlevé. Finalement, ça ne se fait pas parce qu'il y a la crise. BPI se met autour de la table avec les investisseurs institutionnels et fait du prêt en OC de telle manière à vous donner de la visibilité pour que vous puissiez repousser votre prêt. Je le dis ici, l'objectif n'est pas de convertir les OC. L'objectif est de faire en sorte que ce soit un prêt. Et d'ailleurs, BPI aurait du mal à gérer des dizaines de participations qui viendraient. Donc l'objectif n'est vraiment pas de monter au capital, l'objectif est de pouvoir faire un prêt qui permette de faire un prêt bridge. Là encore, au maximum avec les investisseurs historiques, ce qui me semble assez sain que ceux qui sont engagés donnent de la visibilité aux entreprises dans lesquelles ils sont. Il y a des questions aussi, alors merci beaucoup pour les précisions, là c'est particulièrement clair, merci. Si on revient sur les questions de chômage partiel, parce que bon, on fait un peu des ping-pong entre ces différents sujets qui sont toujours liés au cash management des startups, il y a des questions qui sont aussi sur la durée de ces plans de chômage partiel, parce il avait été annoncé jusqu'à juin, mais on manque un peu de visibilité aujourd'hui forcément. Est-ce qu'il y a des informations là-dessus à partager aux entrepreneurs sur la durée de ces mesures exceptionnelles qui ont été… on a un peu ouvert les robinets là-dedans pour aider les startups. Non, je ne sais pas répondre autrement que ce qu'ont dit Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire qui ont dit qu'on fera ce qu'il faudra le temps qu'il faudra. Honnêtement, c'est très difficile à ce stade de voir comment on va sortir de la crise, si ça va être en L, en V, en U. Et donc, on continuera à maintenir les choses. Je pense honnêtement que le principal à ce stade, c'est de faire en sorte que l'application soit à la hauteur des annonces. Ce qui, encore une fois, est une difficulté pour nous, mais qui est absolument indispensable. Je reviens sur des questions que je voyais passer. C'était combien de temps est-ce que le fonds de solidarité sur mars allait être reconduit sur avril? À ce stade, ce n'est pas décidé. On décidera en fonction. Pour le moment, cela ne vaut que pour mars.
Très bien. Concernant la relation avec les corporates, on revient aussi sur ce sujet-là. Une façon de gérer sa trésorerie, c'est aussi de gérer son BFR, donc les délais de paiement, donc les encaissements et les décaissements de part et d'autre. Il y a certaines questions qui sont aussi sur le comportement pour notamment les startups qui sont en B2C, qui sont vraiment sur les canaux d'acquisition numériques. Il y a la question du délai de paiement des GAFA aussi qui est posée. Donc, on s'adresse à nos amis de Google et de Facebook, notamment, qui captent 60 à 80% des investissements publicitaires en ligne. Donc, il y a une question des coûts d'acquisition, mais aussi des délais de paiement. Et est-ce qu'il n'y a pas une manière ou un message à leur faire passer? On peut le faire au nom de France Digital, mais on pourrait être aidé aussi plus officiellement, parce qu'effectivement, les délais de paiement sont très stricts dans les règles et les CGU de nos amis GAFA. Et le problème des startups, c'est qu'à un moment donné, elles ont ce cash à gérer. Et on voit que si à un moment donné, un Google ou un Facebook libérait la capacité de délai de paiement et acceptait des paiements plus tard, ils aideraient énormément, pas seulement des startups, mais aussi des grosses boîtes de e-commerce. Moi, j'en connais bien une qui était Rakuten, mais la Fnac, etc. Tous ces gens-là sont aussi dépendants des délais de paiement. Alors, sur cette question délai de paiement GAFA, je dois avoir un call avec certains des GAFA dans la semaine. Enfin, certains des GAFA, il y en a 2 principaux qui sont concernés par le sujet. On va voir ce qu'on peut faire avec eux. Je veux pas m'avancer à ce stade parce qu'on doit leur en parler. Et j'imagine que c'est une décision qui va remonter assez haut puisque ça aura des impacts probablement internationaux, puisque s'ils le font pour un pays, ils doivent le faire probablement pour les autres. Mais c'est un sujet qu'on nous a remonté. On a commencé à prendre contact avec les GAFA, mais on avait beaucoup de sujets avec eux, que ce soit sur les questions des fake news, etc. Donc, on l'a abordé qu'à un niveau technique, mais je dois leur parler dans les jours qui viennent. Je profite, je vois les questions pour lesquelles il y a beaucoup de votes sur le côté, donc je profite pour essayer de répondre à quelques-unes. Juste rappeler, sur la question du comportement des corporates, sur les délais de paiement, parce que je vois que certains se plaignent de certains, nous, on essaye de faire le maximum, de passer les messages, parfois de manière assez insistante, ou en tout cas, comment dire, on leur passe de manière très directe les messages. Je prends un exemple, puisque dans la boucle du Galion était remonté le sujet du printemps, qui s'était comporté de manière un peu unilatérale, pour le dire comme ça. Le cabinet de Bruno Le Maire a appelé le printemps dans la matinée, alors même que le truc était paru en début de matinée, et le printemps s'est engagé à rectifier. Donc, dans ces cas-là, il faut nous faire savoir si c'est effectivement rectifié. Et n'hésitez pas, là encore, s'il peut y avoir une agrégation au niveau de France Digital, de cette manière qu'on met via divers biais des informations sur les corporates qui se comporteraient particulièrement mal à l'égard des startups de l'écosystème, une remontée. Nous, on n'a pas de problème pour passer des coups de fil. Dernier élément, c'est sur les appréciations de la baisse de 70% du CA. Ce qu'on dit Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, c'est que le chiffre de 70% n'était pas intangible, et donc on apprécierait en fonction des situations. Là encore, c'est une question d'application, et donc il faut nous faire remonter les cas problématiques. Encore une fois, je ne veux pas promettre le Père Noël ou la baguette magique. On fait des choses massives, on le fait dans l'urgence, donc on essaye de le faire du mieux qu'il peut. Il y aura probablement des choses qui sont imparfaites. C'est pour ça qu'il faut que les choses remontent de telle manière qu'on puisse essayer de corriger au fil de l'eau. Et d'ailleurs, il est probable que les premières versions soient imparfaites et qu'on essaye de corriger au fil de l'eau. Il y a une question aussi qui est remontée plusieurs fois et qui concerne Ah, pardon, Benoît, tu voulais poser une question, je te laisse la parole. Tu n'as pas ton micro. Oui, merci Marianne. Oui, je veux dire, Cédric, quand j'ai vu le communiqué de presse du printemps de la semaine dernière, disant qu'il bloquait tous les paiements fournisseurs, j'ai cru que c'était un fake. J'ai cru que c'était un fake, je suis tombé de ma chaise, j'imagine toi aussi. Enfin, je crois que tout le monde est tombé de sa chaise. C'est incroyable. Bon, ça a été résolu, c'est très très bien. Alors, sur 2-3 petites questions sur la partie investissement, deux questions, une question. Le rôle de BPI France, on est tous convaincus, on le sait, que BPI France fait un boulot extraordinaire pour les investissements en direct dans les startups. Et BPI France a également un rôle très important en tant que LP, en tant qu'investisseur dans les fonds d'investissement que nous, chez France Digital, gérons. Aujourd'hui, quand BPI France investit dans un fonds, globalement, il investit toujours un pourcentage d'un fonds. En général, c'est un ratio qui est de l'ordre de 20%. La question qui se pose aujourd'hui, compte tenu de la crise et compte tenu qu'un certain nombre de LPs potentiels vont peut-être décaler leur investissement, c'est est-ce qu'on peut imaginer que BPI France augmente un petit peu son ratio d'investissement, passer de 20 à 30% par exemple,
pour faire que la mayonnaise prenne encore plus facilement. Alors je sais qu'on a un office hour avec Paul-François Fournier et Benjamin Paterno, je crois, dans 2-3 jours. Donc on posera directement les questions aux personnes concernées, mais on pose quand même la question à Cédric, quoi, comme ça, pour s'assurer qu'il y a la même réponse. Et deuxième petite question, toujours sur la partie investissement. Est-ce que, compte tenu de la crise, une fois de plus, qui est en train de nous arriver, qui est d'une violence et d'une discontinuité effrayante, est-ce que ce n'est pas un bon moment pour encourager les investissements des personnes physiques ou des business angels dans les sociétés jeunes et innovantes, en remontant ce qu'on appelle l'IRPME, en remontant le taux de déduction d'impôt lorsqu'une personne physique investit dans une start-up? Aujourd'hui, on peut déduire 18% de l'investissement, ce qui est bien, mais 25-30%, ça serait beaucoup mieux et beaucoup de personnes franchiraient le pas si le pourcentage d'investissement était un peu supérieur. Ouais, mais deux petites questions dans le désordre. Bon, sur BPI France, à ce stade, on n'a pas prévu de modifier les règles, mais comme vous avez compris, on est assez agile sur nos pattes arrière et donc on va voir ce qui se passe. On va voir quelle est l'évolution du marché, quelle est l'évolution de la situation internationale, du comportement des LP, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Et donc, ça, on en parle assez régulièrement, même quasiment tous les jours avec Nicolas Dufourcq, Benjamin Paterno et Paul-François Fournier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question IRPME, investissement. Bon. Je pense qu'il y aura, même c'est sûr, un plan de relance. Un plan de relance assez massif qui est en train d'être discuté au niveau européen. Il y aura une déclinaison française. Et dans ce cadre-là, il est évident que l'investissement dans les entreprises sera quelque chose d'assez massif et qu'on pourra regarder l'ensemble de ces dispositifs à cette aune-là. Et je pense que pour ce qui est des dispositions de fiscalité, en règle générale, il faudra le penser dans le cadre de ce plan de relance. Je ne sais pas quand est-ce qu'il interviendra. En tout cas, la France a communiqué sur le fait qu'on voulait travailler sur le sujet avec les Européens. Je pense qu'il faudra regarder tout ce qu'on peut faire et que la question de l'investissement dans les entreprises sera absolument indispensable dans un moment où elles auront passé une phase délicate. Voilà. Ce qui veut dire que là, il faut attendre en gros un délai qui correspondra à la loi de finances de l'année prochaine. Bah, on verra comment ça se passe. Quand il y a eu la crise de 2008, là, on a fait passer un PLFR en urgence sur un certain nombre, projet de loi de finances rectificative en urgence la semaine dernière sur des points extrêmement critiques du plan d'urgence. Peut-être qu'il y aura probablement des choses avant la temporalité normale des lois de finances, mais à ce stade, il n'y a pas de loi de finances qui est prévue dans le scope. Là, on gère un peu l'urgence. Je pense que ce qui va se passer, c'est que d'abord, il doit y avoir les discussions au niveau européen parce que c'est là qu'il peut y avoir quelque chose d'absolument massif. Donc, comme vous le savez, on a des petites discussions avec nos partenaires, notamment allemands, pour essayer d'injecter plus de choses qu'il y en a dans l'économie actuellement. Mais je pense qu'il faudra regarder à ce moment-là comment on peut faire pour booster l'investissement notamment l'investissement dans les startups à cette échéance-là. Vous dire quand c'est, est-ce que ça sera à l'été, avant l'été, à la rentrée, je n'en sais rien, mais ça fait partie des axes de réflexion. Il y a aussi merci pour ces précisions. Il y a quelques remarques aussi et des débats qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, y compris là en direct, qui sont la question de la différence de cette crise par rapport à celle de 2008 ou à celle de 2000, parce que les plus vieux comme moi, ceux qui ont la barbe blanche, on a connu les précédentes crises, soit la bulle de l'Internet, soit la crise des subprimes, etc. Là, on est dans une crise qui est très différente, puisqu'elle vient de la demande, donc c'est un véritablement effondrement du marché en tant que tel, et ce n'est pas une crise financière. Ceci dit, il y a parfois quelques similarités parce que beaucoup de gens considèrent qu'il y avait peut-être certaines startups qui étaient trop valorisées. Il y a eu beaucoup de levées de fonds ces derniers temps. Et donc, il est possible aussi, c'est plus une réaction que je vous demande à ce stade-là, et c'est évidemment sans ironie, on peut imaginer qu'il y a une sorte de correctif qui se fasse aussi dans les réflexes des fonds d'investissement parce que la bourse a dévissé, même si ce n'est pas une crise financière. Une des conséquences, c'est qu'on a moins 40% en bourse. Donc, ça joue également sur la valorisation des boîtes et donc sur les positions des entrepreneurs et des précédents investisseurs que pouvaient être les fonds d'amorçage, les business angels, etc. Benoît, tu veux… Alors, moi, je voudrais un peu, ce qui nous arrive avec cette crise, je voudrais un peu positiver. Ce qui nous arrive est effrayant, mais il faut savoir que les sociétés du digital sont somme toute celles qui vont s'en sortir le mieux. Alors pour des raisons malheureusement assez basiques, c'est que peu ou pas du tout de sociétés de nos portefeuilles respectifs étaient break-even.
beaucoup consommaient beaucoup d'argent. Donc lorsqu'une société consomme beaucoup d'argent et qu'elle perd, disons, la moitié de son chiffre d'affaires, malheureusement, ça augmente juste le burn de manière marginale, pas très importante. Et, et le CEO, il a bien compris ce qui se passe, et ce qui est le cas de l'ensemble des CEO, va commencer à réaliser que le cash est très important. Cash is king, comme on dit. Il l'a toujours été, mais là, il l'a encore plus. Et va commencer à réduire les coûts, ce qu'il n'a pas forcément fait avant, parce que l'argent, je ne dis pas qu'il se trouvait facilement, mais l'argent était un peu une commodité jusqu'à il y a 2 semaines. Et je reste persuadé que post-crise, beaucoup de nos sociétés consommeront moins de cash après qu'avant, ce qui est un peu paradoxal. Elles en sortiront grandies, les CEO s'en sortiront grandis. Et par contre, là où ça va être un petit peu difficile, les sociétés pour lesquelles ça va être très difficile, ça va être les sociétés qui comptaient faire des tours de table, je dirais un petit peu massifs, hein, des tours de table de 20 à 50 millions d'euros dans les prochains mois. Là, ce sera beaucoup plus dur parce que ces prochains tours, ils vont être beaucoup plus difficiles à réaliser parce que l'ensemble des investisseurs, dont je fais partie malheureusement, on va malheureusement plus se focaliser sur notre portefeuille existant parce qu'il y a un peu le feu dans toutes nos boîtes que de prendre des nouvelles participations. Donc dans les prochains mois, on va tous se focaliser sur nos boîtes. Donc le côté positif, une fois de plus, c'est que les boîtes du digital s'en sortiront peut-être les mieux. Il faut juste penser il y a des pans entiers d'industrie qui sont à l'arrêt. Hein. Cédric, tu mentionnais l'industrie automobile tout à l'heure, qui aujourd'hui, les chaînes sont à l'arrêt. Enfin, une chaîne de production automobile à l'arrêt, c'est juste effrayant. C'est comme une compagnie aérienne aujourd'hui, à 95% de ses avions qui sont grounded. C'est quand même impressionnant. Une compagnie qui a ses avions qui sont à l'arrêt, c'est juste effrayant. Un avion, quand ça ne tourne pas, ça rouille. C'est pas bon. Non seulement il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais ça rouille. Voilà. Et donc, je voudrais juste terminer en positivant que nos boîtes du digital s'en sortiront peut-être les mieux. Et en plus, on a des entrepreneurs qui sont très très agiles. Hein. Nous, on a fait une revue de portefeuille de l'ensemble de nos boîtes au cours des 2 dernières semaines. Tous les CEO de nos boîtes ont pris des mesures préventives, limitant les coûts. Beaucoup ont réduit quasiment les coûts à zéro. Alors, c'est facile dans une boîte du digital de réduire les coûts à zéro, hein, ce qu'on ne peut pas faire dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique. Mais beaucoup l'ont fait. Et je pense qu'en conclusion, toutes nos boîtes s'en sortiront grandies. C'est un peu comme en 2000. Hein. Les boîtes qui ont survécu au crash de la bulle Internet de l'an 2000, qui a démarré en 15 mars 2000 exactement, c'est les boîtes qui avaient accumulé du cash avant et qui, avec le cash qu'elles avaient le 15 mars 2000, ont réussi à passer le trou de financement pendant 3 ans. Et c'est là qu'ont été créées les grandes sociétés, hein, les Price Ministères dont Olivier fait partie, la Spinut qui s'est vendue 1 milliard à Travelocity. Donc c'est en ces temps-là qu'on voit les bons entrepreneurs, les bonnes sociétés, et on en sortira tous grandis. Pour rebondir sur ce que disait Benoît, moi j'ai beaucoup de questions, notamment des journalistes, sur est-ce que ça va changer le modèle de la croissance à tout crin. Honnêtement, ça dépend vraiment pour l'instant, je suis assez dubitatif. On va voir ce que c'est la durée et la profondeur de la crise. Ce qui me rend plutôt optimiste, et là je rebondis sur ce que dit Benoît, je crois que effectivement, d'abord par rapport à 2000, nos startups sont infiniment plus solides. Il y en a qui ont d'abord elles ont du chiffre d'affaires, il y en a qui ont vraiment des beaux business models, elles sont beaucoup en B2B, elles sont assez résilientes, même si je ne dis pas que c'est pas dur, hein. La période est dure pour tout le monde, mais je pense que nos startups sont plus résilientes qu'elles n'étaient, et que de ce que je vois, il y a des secteurs très touchés, effectivement le retail, l'événementiel, le tourisme, c'est très dur. Mais quand même, on a des startups qui, du fait qu'elles ont grossi et qu'elles commencent à avoir des reins assez solides, sont quand même assez résilientes. Et donc voilà, je suis assez optimiste, même si je suis vigilant sur la profondeur et la durée de la crise. On a déjà fait des choses. Vraisemblablement, il faut encore qu'on ajuste les conditions d'exécution, et encore une fois, c'est l'exécution qui est clé. On verra s'il faut aller encore plus loin si la crise dure, mais voilà, je pense que l'écosystème en sortira plus fort et qu'on montrera que la French Tech avait vraiment acquis une certaine maturité. On est d'accord sur l'analyse, mais alors après, il y a quand même quelques questions qui sont toujours un petit peu techniques et que j'ai pas envie de trop frustrer tout le monde. Je voudrais rentrer dans un point qui est aussi le statut du chef d'entreprise. C'est remonté quelques fois au long du live, et puis on a vu les questions aussi préalablement. C'est vrai que quand on est mandataire social, on n'a pas forcément droit au chômage partiel. Il peut y avoir certains entrepreneurs qui, eux, sont en discussion avec leur fonds d'investissement et qui leur disent bon, toi, qu'est-ce que tu fais pour baisser ton salaire alors qu'on met tout le monde au chômage partiel. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les assurances type garantie civile n'ont pas forcément prévu que les CEO puissent bénéficier de ce type de garantie. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc forcément, le système ne le prend pas en compte aujourd'hui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, ou en tout cas on vous fait remonter et c'est peut-être le moment de le mettre dans les tuyaux?
Ouais, bien pris, on en a parlé hier au téléphone. Bien pris, c'est un sujet qui va au-delà des startups. Et on va regarder, tout va dépendre en fait de la durée de la crise. Si on arrive à repartir avant l'été, bon, c'est dur, mais c'est assumable. Mais effectivement, si ça dure plus, il faut qu'on regarde. On a passé le mot chez Marie et Nico. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as des nouvelles questions, Benoît? On a fait un petit peu du tour. En tout cas, merci Cédric pour cette, je suis le live. Cette heure passée avec l'ensemble des membres de France Digital, hein, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs jouent à la liste de questions, hein, donc ça tourne de tous les côtés. Donc je crois qu'on a tous clairement fait le job. Et merci Cédric. Et puis on se reverra très certainement. Je crois qu'on va tous rester en contact très serré pendant les prochaines semaines, comme on le fait toujours depuis un petit bout de temps déjà. Donc, mais peut-être en ce moment plus que jamais. Alors c'est par vidéo. C'est une autre façon de travailler, puis on va s'apercevoir que les réunions Zoom, ça marche aussi bien que la non physique. Donc, mais on espère se voir bientôt tous ensemble. Ça sera la fin de la crise. Hein. Il y a pas mal de gens qui sont très contents de l'effort qui a été réalisé par Cédrico. Donc merci beaucoup de le faire, on le souligne. Non seulement pour l'engagement ces dernières semaines, mais aussi toutes les équipes et le cabinet du secrétariat d'État qui a toujours répondu à toutes nos questions. Donc, merci pour ça. Témoignage humain et chaleureux de notre part. Et quelques personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on le refera. On a signalé qu'on aura Paul-François Frounier, évidemment, la BPI mercredi. Et ce sera peut-être bien de vous donner rendez-vous de nouveau avec Cédric O selon la durée. On n'espère pas qu'elle dure trop longtemps, mais probablement les plans d'action vont évoluer en fonction des besoins et de la dureté de la crise et de son installation dans la durée. Merci beaucoup. Et moi, je suis disponible pour le refaire quand vous voulez.